eh bien, c'est qu'en ce mois de novembre, premièrement, eh bien, on peut remarquer que au niveau des matières précieuses comme l'or ou l'argent, eh bien, ça a été un peu à cette image-là aussi, évidemment, comme on le sait, souvent c'est la réplique de ce qui se passe dans le monde qui se répercute sur les matières précieuses, eh bien, ça ne trahit pas à la tradition, parce que si on regarde, on voit que l'or, bien, en un an, il a quand même augmenté de 6%. Mais au cours de ces derniers mois, principalement de ce mois de novembre, eh bien, il a légèrement fléchi en perdant 1,7%, allez, on va dire 2%, pour le ramener vers 1815 et on circule toujours entre 1815, 1850, 1900 $, etc. Par contre, pour l'argent, eh bien, l'argent, en un an, il a quasiment fait la même chose que l'or, voire mieux, puisqu'il a augmenté de 8%, lui. Et lui, eh bien, mois de novembre, il s'est quand même maintenu. Il se tient encore quand même dans les 1% en plus. Il n'a pas encore commencé sa descente, mais on commence quand même à le voir piétiner entre les 21,77 voire 22 $. Donc, il y a une petite tendance, mais qui est quand même moins flagrante sur l'argent que sur l'or pour le moment. Mais bon, on voit pour la première fois la matière précieuse telle que l'or, eh bien, commencer à perdre un peu de son entrain. Deuxièmement, ben, qu'est-ce qu'on peut remarquer, c'est que le fameux conflit en Ukraine, eh bien, il continue à perdurer, même si on l'oublie. Hein, quand ça commence à s'oublier, ça veut dire que ça perdure dans le temps et que finalement, ça n'entraîne plus des craintes en tant que telles. Et on voit aussi que le conflit à Gaza entre Gaza et Israël, eh bien, que ça devient une invasion qui reste prolongée sans être au-delà des frontières, sans percer dans les autres pays. Ça reste plutôt un conflit localisé et qui rentre un peu dans ce qui est dans la coutume de ces pays nord-africains d'être continuellement en conflit, un peu plus, un peu moins. Et ça commence tout doucement à s'essouffler et à perdurer dans le temps. Ça reste finalement quelque chose que l'on commence à oublier et qui n'est plus là pour faire vaciller l'économie dans un sens ou dans l'autre. Enfin, troisièmement, eh bien, on sait qu'en ce début d'année, nous avions eu quelques problèmes avec les banques, dont certaines avaient de nouveau eu des problèmes de solvabilité. Eh bien, ici, on pensait les problèmes résolus. Eh bien, encore une fois, aux États-Unis, dans l'Iowa, j'y arriverai, la Citizen Bank a connu également des problèmes récemment. Et de plus en plus de banques américaines sont sous pression. Et on a vu encore, à certains moments, beaucoup de citoyens américains qui souhaitaient récupérer leurs avoirs, comme quoi tout n'est pas encore terminé. Il n'y a pas d'affolement, mais par période, ça s'agite un peu plus. Enfin, quatrièmement, eh bien, on remarque toujours que l'or se maintient et toujours à cause d'un élément bien précis, c'est qu'on veut continuer à augmenter ses réserves d'or, également au niveau des États, puisque c'est quand même eux qui achètent le plus, donc il y a une plus grosse répercussion, et on nommera la Chine qui, pour le 12e mois consécutif, a acheté de l'or. Il n'arrête pas de racheter tous les mois. Et on peut également citer la Banque centrale qui a augmenté sa réserve d'or de 800 tonnes en 2023. Et enfin, cinquièmement, une autre matière première est sujette à une baisse de son coût, c'est le pétrole, qui est arrivé au niveau qu'il avait de nouveau en juillet, alors que nous sommes en hiver. Et les raisons, eh bien, elles sont de deux types. La première raison, c'est la Chine, parce que la Chine, elle est en déflation, et également à cause de l'Allemagne, qui pour la première fois en 6 ans, eh bien, sa croissance économique qui est à moins 12%, ce qui en fait quand même une grosse diminution au niveau de l'activité économique, et donc voit-on apparaître les premières prémices d'un ralentissement de la croissance économique. Revenons sur la déflation en Chine. Eh bien oui, la Chine nous a surpris
puisque l'on croyait en une reprise et qu'elle allait suivre un peu notre tendance, qu'on allait lui donner de l'entrain pour nous suivre, puisque nous, à la fin du Covid, nous avons eu une reprise exceptionnelle, tant en Europe qu'aux États-Unis, et nous espérions que la Chine, étant sortie plus tardivement que nous de la période Covid, et bien que l'économie allait suivre la même tendance. Et bien ça a tout à fait été l'inverse. La reprise, elle n'a pas été ce qu'elle a été et les voilà déjà en déflation. Et que voit-on en Chine? Eh bien, c'est que pour l'instant, eh bien, l'inflation en Chine en octobre, elle est négative et les prix à la production sont en baisse de 2,6%. Et l'on constate divers éléments qui viennent corroborer tout ça. Premièrement, ben, il y a toujours la crise immobilière, toujours très préoccupante en Chine. On voit également que le prix du porc, qui est un des aliments qui est les plus appréciés là-bas, eh bien le prix du porc a diminué de 30% suite à la surproduction. Enfin, on voit, comme je vous l'ai dit, ben, que le rebond, ben, on ne le verra jamais. Le rebond Covid, il n'y aura jamais lieu là-bas. On voit également que le gouvernement, ben là, il a un peu copié ce qui s'est passé chez nous, malheureusement. C'est qu'ils n'ont pas réagi non plus très très vite aux situations qui se présentaient à eux. Ils ont un peu fait comme chez nous. Quand on avait arrivé l'inflation, ça a tardé et puis ça a été trop. Et bien là-bas, ils tardent à réagir aussi face à un plan de relance et face au fameux problème de la déflation. Et enfin, bien, on peut redire que la Chine fait face à un des premiers problèmes importants liés évidemment à la configuration de leur pays, c'est le problème de la démographie. Et sur ce point-là, on ne peut pas dire qu'ils aient encore beaucoup pris de dispositions pour essayer de régler ce fameux problème de démographie. Et tout cela, eh bien, n'a que pour conséquence que de provoquer ce fameux mouvement de déflation et qui ne restera pas uniquement concentré sur la Chine, mais fera son apparition également chez nous. Il faut compter, comme pour l'inflation, un an à peu près, d'ici un an, eh bien, nous connaîtrons également cette fameuse déflation. On n'y échappera pas pour une bonne raison que l'économie, ce n'est pas uniquement concentré sur un pays. On a des relations commerciales et par conséquent, ce sont des vases communicants dont quoi qu'on fasse, eh bien, nous serons soumis à la déflation. Petite anecdote quand même que je tiens à rappeler, je vous mettrai les informations en vidéo, en lien. C'est que l'année passée, si vous vous souvenez, pour ceux qui m'ont suivi, je vous avais annoncé par des statistiques que j'avais trouvées d'économie que déjà on voyait des prémices d'une déflation en Chine l'année passée sur le prix à la production et le prix à la fabrication. Et je vous avais dit, attention, risque de déflation en Chine et les prix arriveront à baisser chez nous d'ici une bonne année. Comme quoi, malheureusement ou heureusement, heureusement Cocorica, ce que j'ai prédit est arrivé. Malheureusement, ben, ce n'est jamais de bon augure parce que la déflation, ce n'est pas quelque chose de très bon pour l'économie. Mais donc, d'ici 12 à 18 mois, eh bien, nous ferons face également à de la déflation. Et si vous vous souvenez, je vous avais également prédit, et ça n'engageait que moi, je ne suis pas économiste et je ne suis pas dans le secret des dieux, mais que je pressentais une récession. Bon, il n'y a pas encore de récession, mais en tout cas, ralentissement économique, quasiment tout le monde est quasiment sûr qu'il va en avoir une. Même la BCE l'a confirmé la semaine passée. Donc, comme quoi, j'étais pas loin. Deuxième point positif, ouf, je ne suis pas encore trop bête et je sais encore lire l'actualité économique et pouvoir en faire mon opinion. Alors, que peut-on en tirer? Eh bien, c'est qu'à l'heure actuelle, eh bien, si vous regardez, ils sont toujours braqués dans les têtes pensantes dirigeantes sur l'inflation. Il n'y a que ça qui les intéresse, monter les taux, braquer l'inflation. On a beau leur dire qu'ils ont augmenté autant qu'ils ont même trop et que maintenant il faut laisser agir. Et d'ailleurs, c'est en train d'agir. Maintenant, ça va peut-être trop agir, ça on le verra à l'usage. Mais bon, ils sont toujours braqués sur une fameuse inflation. Et quand il y en a un qui voit quand même un peu de ralentissement économique, on nous dit ça va être très court, pas fort et ça va très bien se passer. Bon,
Ça, c'est ce qu'on verra. À mon avis, ça prend le même pied que ce que nous avons déjà vu il y a une bonne année. Et le seul élément rempart au ralentissement économique qui restait jusqu'à l'heure actuelle, eh bien, c'était l'emploi. En effet, lorsque le Covid s'est terminé, eh bien, beaucoup de gens, pendant cette période, n'avaient plus d'emploi, ont dû tirer leur plan, ont soit changé d'activité, changé de secteur d'activité, et ou ont décidé de faire autre chose, ou de retourner dans leur pays, et on s'est retrouvé avec énormément de postes vacants. Il y avait énormément d'offres d'emploi, et il n'y avait pas assez de gens que pour combler ces postes. On se trouvait en manque de candidats pour travailler. Finalement, vu l'inflation et les difficultés économiques qui s'en sont suivies, on n'a pas eu d'autre choix pour beaucoup d'entre nous que d'accepter ce qu'on nous proposait. Et donc, de plus en plus, eh bien, les offres d'emploi se sont remplies et par conséquent, maintenant, on se retrouve avec une situation où il commence à y avoir plus de demandes que d'offres. Et par conséquent, eh bien, on commence à voir les premiers prémices du retour du chômage en Europe et on parle pour l'instant en Europe de 11 millions de chômeurs confirmés par la BCE et l'on remarque aussi depuis peu eh bien, que l'on n'augmente plus les salaires, ce qui sont les grands signes d'un futur ralentissement économique. Et enfin, j'ajouterais moi que si je vais voir les rapports sur les faillites, eh bien, l'on voit de nouveau de plus en plus d'entreprises qui ferment leurs portes. C'est principalement des entreprises qu'on appelle des entreprises zombies, c'est-à-dire des entreprises qui ont survécu au Covid grâce aux subsides et à l'argent magique que l'on a déversé à toutes les entreprises pour subvenir à leur survie. Et certaines, ça leur a permis de résister à la faillite. Et maintenant, tout cet avoir-là, cet argent distribué n'est plus là, c'est fondu comme neige au soleil et ils sont en train de mettre la clé sur le paillasson. Donc, de nouveau, des entreprises en moins, des gens au chômage et du coup, le chômage refait son apparition et la crise économique nous guette pour les prochains mois. C'est que, de un, tout ce qu'on a injecté pendant la crise Covid pour aider les gens, les particuliers, les PME, les entreprises, etc., eh bien tout cela, l'effet Covid n'existe plus. L'effet après Covid de la surconsommation et d'utiliser tout l'argent qu'on avait offert gratuitement, ce fameux argent magique qui nous est tombé du ciel, eh bien sa puissance, elle a disparu. Maintenant, elle a fondu comme neige au soleil. Troisièmement, eh bien, l'économie, quoi qu'on en dise, même si on n'était pas intervenu, eh bien, on peut dire actuellement que l'économie ne va pas mal du tout. Son état de santé est bon. L'économie est forte, elle est puissante et elle peut faire face à une crise inflationniste, à la guerre et même à un pouvoir d'achat des gens en diminution. Et malgré tout ça, eh bien, rien ne s'est effondré. Ça a tenu le coup et l'économie est toujours, malgré bon gré, quand même toujours en bonne forme et tout va bien dans le meilleur des mondes. On aurait pu espérer mieux, mais on aurait surtout imaginé que ça allait être l'apocalypse et que tout allait s'effondrer, que tous les systèmes allaient s'effondrer. Eh bien non, pour une bonne raison, eh bien c'est que l'économie elle est plus forte que ce qu'on ne l'imagine. Enfin, quatrièmement, eh bien, si on se réfère aux fameuses têtes pensantes dirigeantes, à la fameuse pensée unique, eh bien, pour eux, eh bien, tout ce qui ne va pas, c'est à cause d'une inflation qui serait de nature structurelle, avec une croissance qui va aller en diminuant, mais de manière rapide, et qui fera place rapidement à un rebond et ils espèrent toujours voir arriver le fameux 2% de taux qu'ils se sont mis en tête qui allait sauver notre économie. Face à cette idée pensante dominante, il y a des spécialistes en économie, dont je suis plutôt en train d'être plus favorable sur cette deuxième théorie. Eh bien, c'est que l'inflation n'est pas liée à une cause qui est
structurelle, mais que c'est plutôt une cause conjoncturelle. Même s'il y a bien des causes structurelles et qui sont plutôt de tendance négative, évidemment, on ne peut pas les rejeter. On peut citer la démographie, l'intelligence artificielle, tout ce qui est économie, écologie, etc. Vous m'avez compris, les moulins à vent, etc. Eh bien, tout cela, ce sont des inflations structurelles, mais qui ont plus tendance à faire ralentir l'économie plutôt qu'à faire grimper l'inflation. Donc, venir dire que l'inflation est due à tout ça, eh bien, c'est totalement faux. Ce n'est pas des inflations structurelles, mais des inflations conjoncturelles. Et donc, les solutions seront différentes à apporter pour contrecarrer l'inflation suivant qu'elle est conjoncturelle ou structurelle. Mais je ne reviens pas là-dessus, ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Enfin, on peut également voir que la manière dont on a réagi au niveau mondial, eh bien, on a réagi de manière peu intelligente, puisque ça s'est fait de manière lente au départ, ils n'ont pas réagi, et puis ils ont réagi de manière exagérée, de manière hyper rapprochée, et finalement, on avait l'impression d'avoir un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça ne ressemblait à rien du tout. Ils ont exagéré, ils ont été au-delà des limites, alors qu'il suffisait peut-être d'attendre, puisque chacun sait que l'inflation, quand on agit dessus, il faut une bonne année pour que ça se mette en route. Et là, ben, ils ont répété les corrections de manière très rapprochée chaque mois, et finalement, ben, on risque peut-être d'avoir l'effet inverse. Je vous invite à faire le rappel et le rapprochement et le parallèle avec ce qu'on est déjà en train de nous lancer tout doucement, qu'on va vers un ralentissement économique, en nous disant que ça va être de courte durée, calme, doux, et que ça va être soft, et qu'après il y aura un rebond, et que ça ne durera pas longtemps la partie ralentissement. Attention, c'est le même mécanisme qui recommence, donc pensez à moi le jour où on en parlera à la télévision. Et enfin, je vous dirais également que l'élément clé de cette fin d'année, ça sera le chômage qui fait son apparition. Et pour ça, je vous invite à vous reconnecter à ma vidéo de la fin de l'année passée sur le bilan de l'année ou début d'année. C'est fin décembre, début janvier, je vous mettrai les liens au-dessus, où je parlais justement du risque de récession. Personne à l'heure actuelle dans les experts économiques qui sont beaucoup plus malins que moi ne parle de récession. Moi, pour ma part, j'ai mes petits éléments bien à moi, mes petits points de réflexion et d'alerte que je me mets moi-même et que je vous fais partager. Après, vous les suivez ou pas. Mais que moi, j'aime bien de tenir compte et ça me permet de savoir comment investir et comment gérer mes biens personnels, mais aussi mon entreprise. Pour moi, il y a 3 éléments clés dans une récession. La première, c'est le chômage. Le deuxième, c'est l'inversion des cours. Et le troisième, c'est la vente de maisons et les permis d'urbanisme. Alors, les courbes, il y a bien longtemps qu'elles sont inversées en Belgique, également en France. 2, les permis de bâtir et également les maisons à vente et les achats, ben, on voit qu'avec les règles qui ont été mises sur les crédits, etc., eh bien, on voit de plus en plus de maisons qui ont difficile à vendre et les prix commencent à baisser. Les crises commencent quand même à arriver, principalement au Canada et en Chine et aux États-Unis. Et enfin, troisièmement, eh bien, voilà l'élément qui commence à arriver. On commence à voir des fermetures d'usines, du chômage, etc. Les 3 éléments sont réunis. Donc, attention, tous les voyants sont au feu rouge. Donc, attention, il faudra prévoir cela dans l'année, qu'on risque d'avoir une récession dans les 12 mois qui suivent. Donc, vos investissements devraient, si vous suivez mes conseils, et vous n'êtes pas obligé de les suivre, de prendre ça au sérieux et d'agir en conséquence et d'investir en pensant que vous allez être en récession. Mon papa disait toujours qu'en période de récession, il fallait rentrer cash, qu'il fallait tout vendre et rester cash jusqu'au bon moment. Moi, je suis un peu moins radical, je n'ai pas à dire non plus comment je fais, mais bon, la récession, moi j'y crois. Au niveau international et des experts, ils parlent pour l'instant de ralentissement économique. Qui aura raison? J'espère que j'aurai pas raison parce qu'une récession, c'est pas gai non plus. Mais bon, il faut parfois prévoir le pire.
pour adorer la situation et dire finalement c'était moins pire que ce que j'avais prévu. Qu'est-ce qui pourrait mettre un terme à ce ralentissement économique ou à cette récession? Eh bien, on pourra citer les taux d'intérêt qui repasseraient en dessous la barre des 2% et qui redeviendraient négatifs, comme en Chine, bizarrement. Par conséquent, nous entrerions en déflation et nous nous retrouverions dans la situation avant Covid, future planche à billets, retour et cycle infernal. Je n'en dis pas plus, vous m'avez compris, mais ça arrangerait tout le monde. Donc, à mon avis, c'est vers ça qu'on va aller, mais je ne dis rien. Deuxièmement, si certains États commençaient à faire des plans de relance pour redémarrer l'économie, eh bien dans ce cas-là, on pourrait éviter la récession ou le ralentissement économique parce que l'économie repartirait. Si la Chine également s'y met, ben, ça sera un moteur pour le monde entier, donc peut-être il faudrait aussi qu'elle s'y mette, elle personnellement. Et enfin, fin d'une guerre, la paix dans le monde, la fleur au bout du fusil. Et ça, c'est un peu illusoire et plutôt philosophique. Donc, ça, pas sûr que nous le voyons un jour ou l'autre. Mais bon, on voit aussi que, je ne sais pas si vous avez vu, de ces jours-ci, que le président chinois avait rencontré Biden aux États-Unis. Apparemment, ça n'a pas l'air de se passer mal du tout non plus. Donc, on dirait que tous les côtés ont l'air de s'aplanir pour le moment. On ne va pas s'en plaindre, tant mieux. Mais bon, pour notre économie, c'est pas ça qu'on veut. Pour qu'une économie reparte et qu'il n'y ait plus de guerre, c'est quand un acte de paix est signé, donc des blabla et des accords de paix de 8 jours et des traites. C'est pas ça qui arrange l'économie. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une paix bien claire et nette. Et ça, ce n'est jamais que de la diplomatie pour le moment, mais des guerres, il y en a, et il y en a beaucoup, et même dans des endroits que nous ne soupçonnons même pas l'existence, à mon avis. Donc, sur ce point-là, ça n'est pas la solution pour notre économie, pour favoriser le développement économique. À mon sens, on va aller plutôt vers la baisse des taux d'intérêt, pour descendre en dessous des 2%, et alors relancer la planche à billets pour pousser à la surconsommation, et le cycle repartira pour un tout. Et là, ben, vous avez l'expérience, vous n'avez qu'à suivre ce qui s'est passé dans les années 2000 et reprendre le train en marche. Vous avez raté la première fois, ben, n'essayez plus de rater la deuxième fois. Comme disait mon papa, un baudet ne trébuche jamais 2 fois sur le même caillou. Donc, sur ce qui est matière première et surtout matière précieuse, attention, l'argent, l'argent est pour l'instant le meilleur rendement. Même au mois, il a encore cartonné alors que l'or faiblissait un peu. Mais attention, si on rentre en ralentissement ou en récession, c'est un produit qui est fort utilisé dans les entreprises. Donc, si on fabrique moins, on utilisera moins d'argent et moins de platine et moins de platinium. Et par conséquent, le cours va s'en faire ressentir. Maintenant, comme je vous l'ai dit l'autre fois, il faut voir le verre à moitié plein et à moitié vide. Si on voit le cours de l'argent baisser parce qu'il y a une récession ou un ralentissement économique, ce sera peut-être le bon moment, le bon timing pour acheter et pour profiter d'un bon return lorsque celui-ci redémarrera et qu'il y aura une demande plus forte dans les entreprises. Alors, en ce qui concerne l'or, là, la situation serait un peu plus favorable, puisque 2024, on parle évidemment de la baisse des taux. Et quand c'est la baisse des taux, c'est favorable à l'or. En plus, ben, l'or, eh ben, il est toujours en train de profiter de l'affaiblissement du dollar. Donc, ça lui est très favorable. L'inflation, ben, elle baissera. Donc, ça lui sera favorable, comme je viens de vous le dire. Et enfin, il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, je vous en parlais un petit peu tantôt, on est en train de resserrer la politique du crédit. Or, comme vous savez, aux États-Unis, l'économie américaine fonctionne par le surcrédit et des crédits à répétition. Les Américains sont des champions dans ce domaine et comme on est en train de resserrer un peu la vis, eh bien, on entrevoit déjà une baisse de la consommation aux États-Unis et donc d'un futur ralentissement là-bas. Et enfin, pour terminer, un petit mot, c'est que de nouveau, les États-Unis ont évité le shutdown grâce à un accord avec le Sénat, mais je n'en dis pas plus à ce sujet-là.